la fonction d'un président est d'être au service total de l'organisation. On dispose de combien de temps? Un quart d'heure avec la salle et puis les... D'accord, alors, je vous... Oui. Oui, oui, j'étais fort intéressé, notamment la première intervention. C'est pas la peine Oui, notamment par la première intervention, parce qu'une chère philosophie à l'Hôtel-Dieu, voilà une façon de rendre la philosophie populaire autrement que par la voie démagogique empruntée par Michel Onfray trop souvent. Et puis aussi par la référence à Jean Grévitch, comme dans votre livre La fin du courage, parce que trop souvent celui-ci est complètement récupéré, on gomme carrément les mauvaises fréquentations qu'il avait, par exemple l'UJRE, l'Union des Juifs pour l'arrêt de subsistance et d'entraide, issue de la Moïse. Ça n'existe plus aux yeux des livres qui paraissent aujourd'hui sur ce philosophe dont on voudrait gommer les aspérités et finalement les combats. Et alors que, oui, avec Lederman et Blumel, il présidait l'UJRE. Voilà simplement ce que je voulais dire. Si. Quelqu'un. Oui. Allez-y. Oui, donc juste me présente rapidement, Yann Kachmarek, je suis doctorant au CPR, Centre d'épistémologie et d'ergologie comparative à Aix, et plus particulièrement sur les questions de théorie du droit. Donc c'est le début de l'intervention, Madame Fleury m'a plutôt intéressé, parler de la question de l'état de droit et en même temps m'a posé un vrai problème. En parlant du sujet, le seul souci que j'ai, c'est que dans le droit, le sujet est forcément remplaçable. Ne serait-ce que en pensant le sujet comme étant une abstraction pure dotée d'une indépendance, d'une liberté totale. Si on prend l'exemple du contrat, n'importe qui peut passer un contrat avec n'importe qui et n'importe quel contractant peut être remplacé à n'importe quel moment. Donc j'ai un problème avec cette notion d'état de droit. Est-ce qu'il y a moyen de préciser un peu cette notion d'état de droit et est-ce qu'il peut vraiment y avoir un droit éthique du coup, si le sujet est forcément remplaçable dans le droit, est-ce qu'on peut avoir un droit éthique? Voilà. Vous voulez... Très court, dans vos débats, chacun avec Lucien Sèvres, quelle place a occupé Spinoza et l'éthique et sa vision du libre arbitre? Immense comme petite Très question. court comme question. C'est très bien que ce ne soit pas pour moi celle-là. Parce que, bon, faut dire, celle de l'état de droit est aussi pas mal. Bon, oui, sur la première intervention, il est de toute façon régulier que les biographies comment dire, soient aussi le lieu de grands phénomènes de normalisation. Et effectivement, on ne fait pas le tri comme ça dans la vie d'un homme, et surtout quand il y a des engagements aussi forts existentiellement et qui bien évidemment viennent aussi, alors c'est tout à fait le cas chez Jean Kelevitch, viennent véritablement styliser sa pensée, c'est-à-dire que ça se lit quand on peut vraiment faire le lien fort entre son intimité, son engagement et sa révolution conceptuelle régulière. Alors après, voilà, c'est une tentative, cette chaire de philosophie à l'hôpital. Elle est le lieu à la fois, le but c'est qu'elle soit aussi saisie par les médecins, c'est-à-dire qu'on se mette au service d'eux, parce que bien sûr il y a un conseil scientifique, etc. Il y a différents professeurs qui vont donner des cours, on fait une maquette pédagogique, tout ce que vous voulez, mais le but c'est que les médecins appellent en disant écoutez, voilà, moi dans mon service, j'ai tel et tel type de problème. Alors c'est pas pour avoir une vision instrumentale du corpus philosophique, mais c'est pour aussi trouver une porte d'entrée qui est définie par autrui et que nous ne posons pas. Et c'est ce qui se passe. Des néphrologues qui vont appeler en disant voilà, nous, ça nous intéresse de travailler sur le patient machine parce qu'on a ça, et cette question de la dialyse, et on aimerait là aussi avancer avec vous. D'autres qui vont nous appeler pour, ça c'est un grand classique, hélas, le burn-out des soignants et donc plutôt un dysfonctionnement institutionnel et qui utilisent la chaire comme une sorte de lanceur d'alerte. Bon.
etc. etc. Les autres qui vont travailler sur, avoir envie de travailler sur l'empathie artificielle, sur les robots, de la régulation à la chirurgie, enfin bref, quantité de questionnements. Après, voilà, tous les lieux sont instrumentables. J'espère que nous résisterons au fait d'être instrumentés et que nous resterons quand même un lieu critique. En tout cas, ceux qui y sont ont le désir de faire cela. Sur la question de l'état de droit, alors d'abord, l'état de droit, on peut l'entendre dans les deux sens, avec un petit E, avec un grand E. Pourquoi je dis que c'est différent, puisque de fait, cette centralisation par l'État n'est pas la seule manière de vivre déjà ce que nous appelons le droit. Après, le sujet que vous posez, il est quasiment le sujet de ce qu'est une démocratie. Vous avez la même chose chez Lefort, vous avez la même chose chez Hugo, c'est-à-dire sans cesse la querelle du légitime et du légal. Hugo dira la querelle du droit et de la justice, mais nous on pourrait dire du droit et de l'éthique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'une démocratie ? Qu'est-ce que c'est que cette tentative de rationalité publique, si on prend l'expression de Rawls, l'exercice libre de la rationalité publique? Est-ce qu'il passe nécessairement par un État? Non, c'est peut-être un moment, et de fait, par un certain type de gouvernement. Je pense que c'est un moment, en tout cas, une portion epsilon du champ de la conscience démocratique qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Et on voit, moi j'étais encore il y a quelques jours à le sommet sur l'open government, sur le gouvernement ouvert, puisque Paris était hôte de ce grand rassemblement, mais c'est enfin, alors voilà, une tentative de désaliénation institutionnelle qui se joue là. Je sais pas, on en est vraiment aux prémices, hein. Mais alors voilà, de renouer avec l'invention démocratique. Et renouer avec l'invention démocratique, c'est de considérer que la définition du juste, qu'est-ce qui est le juste? Cette définition du juste, nous pouvons l'avoir en partage et nous pouvons sans cesse tenter de la définir. Donc non, le sujet de droit, comme le droit l'entend, n'est absolument pas compatible avec ce que je raconte là. C'est bien là le problème, et en même temps, on est bien conscient que la tentative de la démocratie est sans cesse d'être dans cette universalité qui s'appuie sur de l'abstracto, sur l'abstrait, et qui en même temps tente d'être la moins discriminante possible. Et vous savez à quel point la normalisation qui se cache derrière la loi est de fait discriminante. Mais elle l'est aussi quand elle est plus déterminée. Donc c'est extraordinairement compliqué, mais ça nous oblige précisément à ouvrir le cercle de la démocratie et à montrer que nous allons vers des formes de démocratie continue, plus délibérative, plus participative, plus interactive, etc. Pourquoi ? Tout simplement pour réduire le sas entre les dysfonctionnements, les principes qui sont posés et puis la réalité des pratiques. Donc c'est pour ça que là, pour Lucien Sève, on sait dernièrement, on a eu en tout cas j'ai eu la chance de faire un long débat avec lui, et tout de suite il est venu sur cette idée du sujet. Il m'a dit la personne parce qu'au moins ça s'échappe de cette idée que le sujet de droit, in abstracto, etc. Et moi j'ai maintenu ça parce que j'ai bien évidemment un autre type de corpus derrière moi qui est celui aussi de la psychanalyse et qui généralement use du sujet avec, comme Foucault l'a bien vu, assujettissement, et subjectivation. Et que donc le sujet c'est ça aussi. Et donc je ne sais pas comment sortir de cela, et d'ailleurs le but n'est pas d'en sortir, le but est de sublimer chaque fois les aliénations qui sont les nôtres. Voilà, donc la querelle du droit et de la justice, définition de ce qu'est la démocratie. Merci. J'ai un mot simplement très rapide sur la deuxième question, la continuité entre les réponses de Cynthia Fleury et les miennes.
lorsque j'entends parler de l'état de droit, en effet, je ne sais pas exactement ce dont on parle, mais je sais ce dont on ne parle pas. Quand on parle d'état de droit, on indique que l'on n'est pas dans le domaine de l'arbitraire. C'est-à-dire qu'il existe un ensemble de règles dont il faut discuter la légitimité systématiquement, mais il y a clairement une opposition par rapport à l'arbitraire, et c'est déjà par conséquent une information et même une exigence, et même une finalité qui vaut par elle-même. Alors maintenant, quel état de droit? Mais un état de droit pour éviter l'absence totale de référence et laissant n'importe qui, éventuellement, à la merci de celui qui domine, sans référence à quelque droit, dissible et dit que ce soit. Le sujet de droit est une notion, pour moi, beaucoup plus compliquée, mais elle va, dans l'immédiate, de la même manière, se référer à ce que ce droit explicite, qui me protège contre un arbitraire à peine implicite, définit également un cadre, un ensemble, un univers de la personne qui doit être protégé, qui est le sujet de droit tel que défini d'après ces règles de droit. Le sujet qui m'importe le plus, qui m'intéresse le plus dans cette question, c'est celui des relations entre le droit et l'éthique. Existe-t-il un droit éthique? Je ne fais pas du tout référence ici aux lois de bioéthique. Existe-t-il un droit éthique? Il peut exister des lois, un droit totalement non éthique, d'après la référence que j'en ai donnée tout à l'heure. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il existe une relation entre le droit, l'éthique et la légitimité? La notion de la loi légitime, du droit légitime, est extrêmement intéressante, on n'a pas le temps de développer très longuement. Ma conception générale est que, bien évidemment, en aucun cas, le droit ne peut se ramener à l'interrogation éthique. Quelle est la vie bonne? Sur quelles valeurs explicites peut-on les fonder? Mais d'un autre côté, en revanche, la légitimité du droit, la légitimité de la loi, exige qu'elle ne soit pas frontalement contraire à ces valeurs éthiques auxquelles j'ai trouvé dans mon exposé antérieur des racines universelles. C'est une notion absolument fondamentale. Maintenant, vous m'avez posé une question quant à l'importance des fatalistes et des chantres de la liberté. Spinoza était un fataliste. Il considère que, par conséquent, seule la nature elle-même est sa propre raison, et sans cela, il existe des causes à toutes les manifestations de la nature, y compris les différentes manifestations humaines. J'ai longuement discuté avec d'autres qu'avec Lucien Sèvres de Spinoza, du déterminisme, des fatalistes et des chantres de la liberté. J'ai une théorie assez proche de celle de Malebranche, en l'occurrence, sur le sujet. Je n'ai vraiment pas le temps d'en parler, mais en tout cas, parce que ça, nous en avons discuté, nous sommes d'accord sur un point, avec un grand secteur d'incertitude. J'ai dit combien la notion de responsabilité, la notion de non-remplaçabilité, pour faire le lien entre nos deux interventions, était essentielle pour dire l'humain. Et bien évidemment, la responsabilité exige que l'on considère que l'on est réellement ce que l'on fait, et que ce que l'on fait n'est pas uniquement le résultat de lois qui s'appliquent à nous, comme elles auraient pu s'appliquer à un autre. Et dans ce cas-là, nous serions totalement, complètement et absolument remplaçables. Donc, les spinoziens ont longuement discuté ce point. Et je dois dire qu'aucune de leurs propositions ne m'a jamais totalement convaincu pour arriver à restaurer la notion de responsabilité que je mets au cœur de l'humanité dans une conception de déterminisme, de fatalisme absolu. Bien, oui, je crois que nous allons remercier nos deux orateurs et passer donc à la
suite